Aucun média n'en parle. Aucune caméra ne filme. Seuls quelques hommes bien informés savent que ce soir-là, une rencontre hors du commun allait avoir lieu. L'homme qui descend de l'avion n'est pas un diplomate, ni un général, mais un symbole. Didier Drogba. Héros du football africain, respecté des chefs d'État comme des foules, admiré pour ses engagements et sa voix modérée. Il vient seul, sans protocole, comme l'aurait exigé la nature sensible de son voyage. Ibrahim Traoré, lui, l'attend déjà dans un salon privé du palais présidentiel. L'ambiance est tendue. Le capitaine, silhouette droite, regard dur, sait que Drogba ne vient pas par simple curiosité. Les rumeurs couraient depuis des semaines. Des fondations internationales, des think tanks, des groupes d'influence cherchaient à convaincre le Burkina Faso de changer de cap, de calmer le ton, de renouer le dialogue avec certaines puissances. Didier Drogba est leur émissaire. Une figure aimée, censée adoucir le message. Le footballeur, d'abord cordial, commence par parler d'Afrique unie, de paix, de stabilité. Il évoque les enfants du continent, les investissements qui s'éloignent, les artistes réduits au silence. Puis il entre dans le vif du sujet. Capitaine, certains partenaires sont prêts à rouvrir les canaux. Des aides financières. Une ouverture internationale. Il suffit de quelques ajustements dans le discours, quelques gestes. Le monde vous regarde. Faites un pas. Ibrahim Traoré ne bronche pas. Il écoute. Puis se lève lentement. Son regard devient froid, presque tranchant. Il répond d'une voix ferme, sans colère mais sans détour. On ne négocie pas notre dignité. Ce n'est pas le peuple qui doit faire un pas vers le monde. C'est le monde qui doit reculer devant le peuple africain. Un silence lourd tombe. Drogba ne s'attendait pas à une réponse aussi directe. Il tente de relancer, de nuancer, mais Traoré le coupe. Tu es venu avec un message que d'autres n'ont pas osé me dire en face. Tu es un frère, Didier. Mais ne te laisse pas utiliser par ceux qui n'ont jamais aimé ton peuple. L'entretien s'écourte. Pas de poignée de main finale. Drogba repart avant l'aube, seul. À l'extérieur, un vent chaud soulève la poussière rouge de la terre burkinabé. À l'intérieur, une tempête politique commence à gronder. Ce que personne ne sait encore, c'est que cette rencontre allait déclencher une réaction en chaîne. Car ceux qui ont envoyé Drogba n'allaient pas digérer ce refus. Et ils avaient d'autres cartes à jouer. 3 jours après le départ discret de Didier Drogba, les premières secousses se font sentir. Un article étrangement bien renseigné paraît dans un grand média international. Ibrahim Traoré, l'homme fort du Faso, se radicalise davantage et met en danger la stabilité régionale. À peine publié, il est repris en boucle sur les chaînes d'information, les blogs d'analyse géopolitique, les réseaux sociaux. La stratégie est claire, entamer une guerre médiatique. Le refus du capitaine a été perçu comme une gifle diplomatique. Et cette gifle, les architectes de l'ordre mondial ne comptent pas la laisser passer. Dans les coulisses, des contacts se multiplient. Des ambassadeurs sont rappelés pour consultation. Des accords commerciaux sont subitement suspendus. Des ONGs, auparavant silencieuses, dénoncent une dérive autoritaire du régime. Le timing est trop parfait pour être une coïncidence. Au palais présidentiel, Ibrahim Traoré réunit son cercle restreint. Il sait que l'attaque ne sera pas militaire. Elle sera psychologique, économique, informationnelle. Et elle a déjà commencé. Pendant ce temps, à Abidjan, Didier Drogba vit difficilement les conséquences de sa visite. Les réseaux l'accusent d'être un pion, un traître, un agent déguisé des puissances occidentales. Il tente de se justifier, de dire qu'il voulait seulement le dialogue. Mais le feu est lancé, et la toile ne pardonne pas. Pourtant, dans l'ombre, Drogba commence à douter. Et s'il avait été manipulé? S'il avait été envoyé comme un symbole d'unité pour camoufler une tentative de domination? Une nuit, il reçoit un message crypté, transmis par une ancienne connaissance au sein d'un cercle panafricaniste. Le message est simple, ils vont essayer autre chose. Prévient le capitaine. Ce n'est pas fini. Drogba hésite. Revenir vers Traoré? Après ce refus glacial? Mais quelque chose en lui dit qu'il ne peut pas rester silencieux. Au Burkina, les rumeurs se multiplient. Certains au gradé sont nerveux. Une fuite dans l'armée évoque des contacts étrangers avec des officiers mécontents. Le capitaine reste impassible. Il sait que ce moment viendrait. Il l'a lu dans les livres. Il l'a vu dans l'histoire.
Dès qu'un Africain ose dire non, la machine s'active pour le détruire. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que Traoré n'était pas seul. En secret, il avait entamé des discussions avec d'autres dirigeants africains désillusionnés. Des figures montantes, jeunes, audacieuses. Une alliance discrète, encore fragile, mais bien réelle. Et surtout, il avait commencé à construire un réseau d'intellectuels, d'influenceurs et de militaires fidèles, prêts à riposter sur tous les terrains, médias, cybersécurité, contre-propagande. Didier Drogba, de son côté, prépare son retour à Ouagadougou. Cette fois, il ne viendra pas avec un message imposé. Il viendra avec des questions. Des vérités à confirmer. Il veut comprendre pourquoi on l'a utilisé. Et surtout, il veut réparer ce qui peut l'être. Mais l'ennemi n'attend pas. Une cellule dormante vient d'être activée dans la capitale. Son objectif, semer le chaos, faire tomber le régime de l'intérieur, et présenter le tout comme une révolte populaire. Et au cœur de ce plan, un ancien colonel aux ambitions inavouées, prêt à tout pour renverser le capitaine. La tempête approche. Et cette fois, le poison ne viendra pas dans un verre. Il viendra sous forme d'alliés déguisés, de vidéos truquées, de documents falsifiés. La guerre silencieuse entre l'Afrique debout et l'ordre mondial vient de franchir un nouveau palier. Le soleil ne s'était pas encore levé sur Ouagadougou que le palais présidentiel était déjà en état d'alerte. Un mouvement suspect dans le quartier militaire de Cambouinsin avait été détecté par les services de renseignement. Plusieurs véhicules non identifiés, des signaux radio brouillés, et une rumeur qui prenait de la force dans les couloirs de la caserne. Le capitaine a perdu le contrôle. Ce n'était plus une attaque médiatique. C'était un plan de renversement. Le colonel Amadou Zongo, limogé quelques mois plus tôt pour ses liens troubles avec des partenaires étrangers, refaisait surface. Et cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui, une frange de l'armée désabusée, appâtée par la promesse d'une transition démocratique soutenue par l'extérieur. En vérité, c'était un retour à l'ancien ordre, à la soumission masquée sous les mots creux de coopération. Ibrahim Traoré, entouré de ses fidèles, refuse de fuir. Il sait que s'il part, même pour quelques heures, les ennemis proclameront sa chute. Il convoque un conseil d'urgence. Une carte tactique est étalée sur la table. Il pointe chaque axe, ils viendront d'ici, et ici. Ce qu'ils ignorent, c'est que nous les attendons. Grâce à des renseignements fournis discrètement par un ancien officier loyaliste infiltré dans le réseau du colonel Zongo, le capitaine connaît chaque point faible du plan. Mais ce que Traoré ne sait pas encore, c'est qu'un autre acteur vient d'entrer en scène. Didier Drogba. Il est revenu. En secret. Discrètement exfiltré de l'aéroport par des hommes sûrs. Ce n'est plus l'ambassadeur d'une paix hypocrite. C'est un témoin, transformé par ce qu'il a découvert. Les documents que lui avait transmis un contact ivoirien révélaient tout. Les enregistrements des réunions, les virements, les contrats de déstabilisation signés à l'étranger. Le capitaine n'était pas paranoïaque. Il était ciblé. Drogba exige une rencontre. La scène est tendue. Drogba entre, les traits tirés mais les yeux clairs. Traoré l'observe sans sourire. Le silence est lourd. Puis, lentement, Drogba pose l'épreuve sur la table. Je ne suis pas venu pour convaincre cette fois. Je suis venu m'excuser, et t'aider. Le capitaine le fixe, longuement. Puis hoche la tête. Dans la nuit suivante, le plan de Zongo est lancé. Mais cette fois, le piège est inversé. Les soldats envoyés pour sécuriser le palais tombent dans une embuscade. Plusieurs officiers retournent leur veste à la dernière minute, révélant leur fidélité à Ibrahim. Le réseau de désinformation est coupé net. Des vidéos filmées en direct montrent le capitaine Traoré toujours au pouvoir, debout, entouré de son peuple. Drogba, lui, utilise son réseau international pour diffuser les preuves. Le scandale éclate. Les commanditaires du putsch sont exposés. Des ambassadeurs sont rappelés dans la panique. Les médias, pris à leur propre jeu, changent de ton du jour au lendemain. Le monde découvre qu'un projet de recolonisation douce était bien en cours. Et qu'un joueur de football et un capitaine de guerre l'avaient fait échouer. Quelques jours plus tard, Traoré s'adresse au peuple. Son discours est simple, ce n'est pas une victoire militaire. C'est une victoire de la vérité. Ce n'est pas moi qu'il visait. C'est notre espoir. Et cet espoir, personne ne pourra plus l'éteindre. À ses côtés, Drogba reste silencieux, mais son regard en dit long. Il a compris que la neutralité est parfois une complicité.
Et qu'un continent libre ne se construit pas avec des compromis, mais avec du courage. Le vent qui souffle sur Ouagadougou ce soir-là est chargé de poussière et de promesses. Le peuple chante. Les drapeaux flottent. Et quelque part, dans une salle obscure, les architectes de l'ancien monde comprennent que l'Afrique ne sera plus jamais à genoux.